On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié aux entreprises, aux acteurs économiques que vous êtes et consacré donc à la question de l'énergie, qui est une question d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on ne peut plus ouvrir un seul média sans prendre de plein fouet toutes les questions que pose cette crise énergétique que nous subissons en tant que citoyens et que vous subissez au premier plan également aussi en tant qu'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui un webinaire à plusieurs voix qui, on l'espère, va pouvoir vous permettre d'être un peu éclairé sur ces questions énergétiques, sur l'amélioration de la performance énergétique de vos locaux, de votre bâti, sur les éco-gestes à mettre en place, sur les obligations réglementaires aussi pour certains d'entre vous, et puis sur les opportunités que représente aussi la possibilité de se poser les bonnes questions et de rénover votre local. Je me présente, moi je suis Marion Gégaud, je travaille à la direction économie et emploi responsable. Donc, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Fanny Lheureux, qui est ma collègue, on travaille ensemble, qui a évidemment co-organisé ce webinaire, qu'on remercie beaucoup, et qui sera notre maître du temps. On va essayer de tenir le timing, vous avez vu, on a commencé à l'heure, et on essaiera de finir à l'heure. On avait réservé un créneau d'1 heure, donc à 13 heures normalement, on vous libère pour aller déjeuner. Et Fanny va aussi avoir à cœur de porter un regard vigilant sur le chat ou ce qu'on appelle le petit onglet questions-réponses. Vous avez 2 canaux possibles pour poser vos questions. Et donc, elle ne manquera pas de nous d'interpeller les différentes intervenantes pour, au gré de vos questions, qu'on puisse y apporter, dans la mesure du possible, les réponses les plus précises. Et donc, avec nous aujourd'hui, donc Juliette Lavis, qui représente Novabuild, la structure Novabuild, qu'on vous présentera, et qui va intervenir juste après cette introduction sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments, comment s'en saisir, comment appréhender également aussi les obligations réglementaires liées donc à ce décret tertiaire que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, que vous craignez peut-être aussi, en tout cas dégrossir ensemble les obligations réglementaires et voir également qui peut être concerné, puisque contrairement à ce que son nom peut laisser indiquer, le décret tertiaire peut avoir une acceptation un petit peu plus large. Donc, c'est d'identifier ensemble si vous êtes tout simplement concerné et ce que ça implique pour vous. Côté Alizé, nous avons donc Chloé Jacques aujourd'hui qui interviendra plutôt sur tout l'accompagnement et le conseil que Alizé, qui est le bras armé en fait de Nantes Métropole, sur la question de l'accompagnement des entreprises sur le volet énergie, rénovation, aide financière également. Donc Chloé interviendra plus particulièrement pour donner les bons conseils à ces entreprises plutôt typologie TPE et petites entreprises qui ne sont donc pas concernées par le décret tertiaire, mais qui peuvent se saisir de l'opportunité de la rénovation thermique face notamment aux enjeux que la crise porte au premier rang, on va dire, de la scène aujourd'hui. Donc voilà, le webinaire sera séquencé en 3 temps. Donc, une première petite introduction sur le contexte de crise énergétique. On ne se voyait pas commencer ce webinaire sans vous parler effectivement des mesures de délestage qui sont annoncées, des aides financières qui peuvent être mobilisées aussi pour faire face à l'explosion des factures énergétiques. Et puis, le deuxième temps donc, sera dévolu à la présentation de Novabuild sur les entreprises plutôt moyennes et grandes entreprises de plus de 1000 mètres carrés, pardon. Et un dernier temps donc, pour Alizé sur les bons conseils rénovation énergétique et accompagnement pour les moins de 1000 mètres carrés et les aides financières mobilisables. Donc voilà, je vais partager mon écran. J'espère que tout ça va fonctionner sans embûches. Est-ce que vous voyez bien ? C'est parfait. Bon, apparemment, ça marche. Donc voilà, c'est le programme que je viens de vous énoncer. L'idée étant évidemment de voir avec vous comment on peut ressortir en tant qu'entreprise gagnant d'une démarche qui semble un petit peu être subie aujourd'hui et toutes les opportunités que peut représenter l'intérêt en fait de rénover aujourd'hui son bâti. Pourquoi Nantes Métropole souhaite vous accompagner sur ces questions ? Tout simplement parce que c'est la rénovation, la performance en fait thermique d'un bâtiment, c'est aujourd'hui une priorité qui n'est d'ailleurs pas que locale. Au niveau national également, l'État en a fait une priorité d'action face aux enjeux tout simplement aux enjeux climatiques qui se posent à nous aujourd'hui. Nantes Métropole a fait un premier constat à travers son diagnostic
des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, qui est retranscrit dans le schéma directeur des énergies, où on se rend compte que les ménages et les entreprises consomment quasiment pour autant, enfin sont responsables, on va dire, pour autant donc des consommations énergétiques du territoire. Donc évidemment, il y a une action forte à mener auprès des ménages et c'est notamment ce que Nantes Métropole fait à travers son dispositif Mon Projet Rénov qui accompagne en fait la rénovation du bâti, mais des logements privés. Et aujourd'hui, il s'agissait de voir ensemble ce qui pouvait être fait côté entreprise. On a des objectifs politiques qui ont été fixés, qui sont ambitieux et qui sont traduits à travers notre document 4 qui s'appelle le plan climat air énergie que dont vous avez peut-être entendu parler, qui fixe des objectifs en fait selon trois jalons différents. Le premier, c'était en 2020 et fixait à moins 30% l'objectif donc de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie par habitant. Donc, sans spoiler, je peux vous dire que nous ne l'avons pas tout à fait atteint. Et pour autant, on est déjà en ordre de marche pour l'objectif 2030 qui fixe donc une baisse à moins 50% donc des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie par habitant. Donc là, clairement, on a un changement de braquet à opérer, d'autant plus que l'objectif 2050 est encore plus ambitieux que ça puisqu'il vise la neutralité carbone et puis l'utilisation donc à 100% d'une énergie qui soit d'origine renouvelable sur le territoire de Nantes Métropole. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a un vrai enjeu à vous accompagner, vous les acteurs économiques, dans les questions que vous vous posez donc autour de cette transition énergétique, qui est selon nous effectivement une priorité, pour 3 raisons assez simples. La première, c'est que vous l'avez compris à travers le schéma directeur des énergies, nous avons donc la nécessité d'agir là où c'est le plus impactant. Et aujourd'hui, ce qui est le plus impactant, ce qui est le plus consommateur d'énergie, ce qui est le plus émetteur en émissions de gaz à effet de serre, c'est essentiellement le bâti, quasiment à équivalence avec les mobilités. Donc effectivement, si on veut être pertinent, si on veut être efficace, c'est sur le bâti qu'il faut agir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous disais, et Nantes Métropole et le territoire au national, on a fait une priorité. Le deuxième argument, c'est l'obligation réglementaire. On l'a évoqué tout à l'heure. Juliette va vous en parler donc plus en détail. Évidemment, vous allez être contraints, les entreprises de plus de 2000 mètres carrés, à vous inscrire dans une démarche en fait de réduction de vos consommations énergétiques à travers ce qu'on appelle le décret tertiaire. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ensemble comment on peut se saisir de cette obligation pour passer à l'action, en faire une opportunité pour agir sur, encore une fois, ce qui est vraiment pertinent, à savoir l'amélioration de votre bâti. Et puis le troisième argument, je ne sais pas s'il est encore à démontrer, encore une fois, vous en entendez parler quotidiennement, c'est l'explosion des factures énergétiques que vous subissez. Vous, en tant que professionnel, en tant que citoyen aussi, mais en tant que professionnel, c'est d'autant plus impactant que ça vous rend vulnérable en fait. C'est une hausse qui est aujourd'hui incontrôlable, qui se traduit parfois par des plus 200%, plus 300% sur la facture et qui forcément fragilise votre performance économique. Donc, les questions à se poser ensemble, c'est comment rester compétitif quand on a une explosion comme ça des charges qui sont liées donc au poste énergie qui forcément viennent grignoter votre performance, vos marges. Donc, comment réduire votre vulnérabilité à vous, entreprise, face à l'explosion des coûts d'énergie qui sont certes aujourd'hui assez conjoncturels, mais qui, hélas, vont s'inscrire quand même dans un temps long. Donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui, parce qu'on est face à la crise, de toute façon, il faut se les poser sur une vision quand même moyen et long terme pour réduire notre dépendance à l'énergie. Donc justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous faire état un petit peu du contexte de crise et vous faire savoir, parce que peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, qu'il existe aujourd'hui 3 typologies d'aides qui s'adressent à vous, les acteurs économiques, et qui peuvent être mobilisées en fonction de la typologie de votre structure et qui ont pour vocation donc à vous aider à faire face à l'explosion des factures énergétiques. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui est fortement dépendante au coût de l'énergie, c'est-à-dire que 3% de votre chiffre d'affaires est dévolu aux factures d'énergie ou de gaz, vous pouvez mobiliser ce qu'on appelle l'aide d'urgence qui accourt jusque-là, encore quelques jours, jusqu'au 31 décembre 2022 et qui vous permet de percevoir donc une aide de l'État pour couvrir en fait ces charges en gaz et en électricité.
Donc ça, c'est pour les gros consommateurs. Pour les tout petits, on a toujours pardon, le bouclier tarifaire, donc qui s'adresse vraiment aux TPE, qui ont un compteur qui s'apparente à celui en fait des particuliers, donc qui a cours toujours ce bouclier tarifaire et qui sera donc valable pour, l'année 2023. Il s'avère qu'il y avait un trou dans la raquette entre les gros et les petits et que l'État donc, a proposé de résoudre ce manque, hein, clairement qui avait été, largement relayé et l'alerte largement aussi posée par notamment la Fédération des boulangers qui a fait énormément de lobbying pour que l'amortisseur électricité vienne en fait apporter une aide aux TPE-PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire et qui n'ont pas évidemment les consommations qui leur permettent de mobiliser l'aide d'urgence. Donc cet amortisseur électricité, il a été annoncé là très récemment, le décret est paru il y a quelques jours. Il sera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Il concerne donc les TPE et les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire et qui ont un compteur électrique d'une puissance qui est supérieure à 36 kVA. Vous avez la possibilité, donc via cet amortisseur électricité, de bénéficier d'une prise en charge d'une partie de votre facture d'électricité. Alors c'est un peu complexe, mais la facture d'électricité, elle est divisée en gros en deux parties. Il y a une première partie qui est assez stable, qui est en fait fixée par ce qu'on appelle l'Arenh, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et donc ça, ce sont des coûts qui sont régulés et qui sont de l'ordre de 42 € le mégawattheure. Et puis vous avez une autre partie qui est très variable selon les fournisseurs et qui là n'est pas du tout régulée, hein. C'est sur cette partie que vous avez typiquement des explosions là de coûts qui sont incontrôlables et très variables aussi d'un fournisseur à l'autre. Sur cette partie-là, l'État s'engage à prendre 50% en fait des surcoûts quand le prix va dépasser un certain seuil. Ce seuil, en l'occurrence, c'est 180 € le mégawattheure. Pour être clair, à partir du moment où votre fournisseur va vous appliquer donc un tarif qui dépassera les 180 € mégawattheure, l'État va venir prendre en charge en fait 50% de votre facture sur cette partie-là. L'avantage de cette aide, c'est qu'elle est un peu complexe dans sa mécanique, mais par contre, elle est simple dans ses modalités. Vous n'aurez pas de démarche à réaliser. C'est-à-dire que l'aide, elle sera automatiquement calculée sur votre facture d'énergie. Donc, à partir là de janvier prochain, c'est votre fournisseur qui a la responsabilité d'impacter en fait, d'impacter directement cette aide. Donc, pas de démarche de votre côté à accomplir. Et elle sera valable donc pour toute l'année 2023, en tout cas tel qu'aujourd'hui c'est annoncé par l'État. Donc voilà, un panorama qui vous permet peut-être de vous repérer, de voir où est-ce que vous vous situez et dans quelle mesure vous pourrez, le cas échéant, bénéficier, ou pas, hein. On souhaite évidemment que le coût ne dépasse pas les 180 € le mégawattheure, mais aujourd'hui quand même les tendances, sont plutôt à dire que cette aide, cet amortisseur électrique va certainement se déclencher et ce peut-être dès janvier 2023 pour certains d'entre vous. Je voulais aussi vous faire un petit point sur les coupures d'électricité qui sont annoncées. Donc ce qu'on appelle les mesures dites de délestage, que RTE, donc en lien avec Enedis, va mettre en place certainement cet hiver. Alors, il s'agit d'une mesure ultime. Le but, c'est évidemment de ne pas en arriver là et ce sera là vraiment la réponse, ultime en cas de surtension en fait sur le réseau électrique. Ce qui va se passer et c'est quand même effectivement, un risque qui est avéré plutôt pour le mois de janvier avec la rigueur là, hivernale et les températures en baisse qu'on a bien ressenties tous là depuis décembre. Il s'avère qu'il peut y avoir donc des moments où vraiment le réseau électrique clairement ne peut pas suivre, un décalage entre l'offre et la demande d'électricité et donc où le délestage va certainement devoir se mettre en place. En l'occurrence, on a un petit peu plus de précision sur les modalités qui ont été transmises par RTE Enedis que je vous transmets aujourd'hui et qui vont dans le sens en fait de se dire qu'il n'y aura pas de délestage sur les jours, sur les week-ends en fait et les jours fériés. Ce sera uniquement donc pendant les jours ouvrés, pendant la semaine et plus spécifiquement sur ce qu'on appelle les heures pleines, à savoir le créneau 8h-13h ou 18h-20h. Typiquement, ce sont les créneaux en fait où la demande en électricité est la plus forte, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous demande le plus possible de décaler nos usages et notre demande en électricité de les lisser un petit peu sur les heures plus creuses. Mais aujourd'hui, pas par tradition, mais par obligation, les foyers français et certainement les entreprises que vous êtes aussi consomment plus volontiers sur ces heures pleines. Donc, il risque d'y avoir donc ce qu'on appelle des coupures tournantes. Tournantes parce qu'en fait, elles ne durent que 2 heures.
et elles viendraient concerner successivement différents secteurs géographiques. En fait, il y aura certainement donc des poches pavillonnaires qui seront identifiées, qui vont inclure indifféremment des logements, mais aussi des entreprises. Donc peut-être demain, vous serez concernés. Et donc on sera prévenu à J-3 qu'il y a effectivement une surchauffe là, hein, sur les réseaux électriques, et que, certainement il faudra envisager, peut-être à J+3, donc un délestage pour venir réguler tout ça. Donc ça, c'est une première annonce de vigilance qui se pose, donc je vous le disais, à J-3, qui pour vous, les entreprises, devra faire l'objet normalement, d'après Enedis, d'un envoi d'informations directes. C'est-à-dire vous devriez recevoir un mail ou un SMS pour vous prévenir qu'une vigilance là est en train de s'instaurer. Et puis à J-1, sur les coups de 17 heures, nous aurons la confirmation que le délestage aura bien lieu donc le lendemain. Si nous n'avons pas réussi à résorber en fait la tension sur le réseau électrique, le délestage aura lieu le lendemain. Et là, nous aurons des précisions sur le secteur géographique concerné. Encore une fois, en tant qu'acteur économique, vous devriez recevoir un mail ou un SMS d'Enedis pour vous dire, là, écoutez, demain, dans votre secteur, ça va couper, préparez-vous. Afin d'avérer ces annonces-là, vous avez un site internet, donc là qui s'affiche, je l'espère, à votre écran, qu'Enedis a mis en place, qui s'appelle donc coupure-temporaire.enedis.fr. Le système est assez simple, assez intuitif. Vous entrez votre adresse postale et là on vous dit tout de suite si le lendemain, donc à J-1, si le lendemain vous serez concerné par une mesure de délestage, si vous êtes dans le secteur qui va faire l'objet d'une coupure tournante. Bon, pour information, les clients prioritaires épargnés sont vraiment réduits à peau de chagrin, c'est vraiment les hôpitaux, tout ce qui a trait à la défense nationale, et il y aura très peu d'exceptions, hein, ça a été répété assez fermement. Typiquement, les écoles, par exemple, ne seront pas exemptes, hein, donc il pourra y avoir des coupures aussi dans les écoles. Donc c'est vrai que voilà, on est sur une liste très limitée d'entreprises exemptées par ces coupures. Donc évidemment, le levier, vous l'avez compris, c'est dans la mesure du possible de consommer moins, et puis de lisser en fait son besoin de consommation pour essayer de sortir de ce système un peu heure pleine là, qui forcément concentre un petit peu tous les besoins, et du coup met le réseau sous tension. Pour justement un outil vraiment très pratique que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'il y a déjà 10 millions de téléchargements là sur l'appli Mon EcoWatt, qui est une appli très sérieuse, hein, de l'ADEME, RTE, et qui vous donne donc en temps réel la météo, on va dire, du réseau électrique via un code couleur qui est assez simple à comprendre. Quand c'est vert, en gros, tout va bien, on n'a pas d'inquiétude. À partir du moment où ça commence à devenir orange et dans le pire des cas rouge, c'est que clairement on sera concerné par une mesure de délestage. En tout cas, le risque est réel à J+3. Donc c'est un outil vraiment très pratique, très ergonomique. Vous pouvez rentrer là aussi votre numéro de téléphone portable dans l'appli, et ça vous donne, du coup, ça vous permet d'être alerté dès que la couleur passe au orange et rouge. Donc là aussi, vous pouvez être alerté en temps réel et, le cas échéant, encore une fois, dans la mesure du possible, ajuster votre consommation ou anticiper le risque de délestage. Pour les entreprises, RTE a mis en place aussi une charte spécifique qui est une charte d'engagement. Bon, c'est un engagement, je préfère être transparente, c'est un engagement moral. Il n'y a pas la clé de réduction du coût de l'électricité ou autre. C'est vraiment de se dire comment moi, dans mon entreprise, en tant que dirigeant, je peux essayer justement de me poser les bonnes questions pour éviter qu'on en arrive aux mesures ultimes de délestage. Donc ça va venir vous éclairer, et puis la possibilité de formaliser en fait des actions de modération ou de décalage des consommations d'électricité dans vos bâtiments, dans vos équipements, dans vos process. Et puis du coup, c'est une base, ce formalisme-là, pour communiquer aussi auprès de vos salariés, comment les sensibiliser, les impliquer dans la démarche, et puis tout au bout de la chaîne aussi, comment être prescripteur auprès de vos interlocuteurs, typiquement vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs ou adhérents. Donc voilà, un outil vraiment pratique qui a vocation à perdurer tout l'hiver pour passer ensemble ces moments un petit peu tendus de crise énergétique. Moi, j'en ai fini sur cette introduction. Si vous avez des questions aussi, Fanny, tu as relevé peut-être dans le chat des questions liées à ces mesures de délestage, à ces aides financières,
voilà, ou à l'ambition aussi politique de notre métropole en matière d'amélioration de la performance énergétique, n'hésitez pas, c'est le moment. Parce qu'après, donc, je passe la parole à Juliette de Novabuild pour une présentation du décret tertiaire et des enjeux de la rénovation énergétique. Pas de questions pour le moment. Super. C'est que tout était clair. Voilà. Bon, si jamais vous en avez, il y aura la possibilité, je répondrai en direct. Mais en attendant, je laisse le soin à Juliette de prendre le relais. Alors, à mon tour, on va tenter le partage. Hop. Et voilà, normalement c'est parti en plein écran. Ça marche, c'est parfait. Bon, eh ben, c'est parti. Merci beaucoup Marion hein, pour cette introduction qui nous replace bien effectivement hein, dans le contexte de crise énergétique dans lequel nous sommes aujourd'hui et dans lequel, je l'espère, cela va nous permettre d'accélérer sur ces questions de la rénovation. Alors, en quelques mots d'abord pour vous présenter Novabuild, qui on est l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire et on regroupe aujourd'hui un peu plus de 420 acteurs engagés sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. Nos objectifs, on les a appelés A2BC pour atténuation et adaptation face au dérèglement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. Et avec le soutien de Nantes Métropole, que je tiens encore une fois ici à remercier avec l'IFPEB et l'École supérieure du bois, on a développé toute une série d'actions autour de la rénovation du tertiaire qu'on a appelée l'école du tertiaire bas carbone. Alors, pourquoi rénover? Donc, il y a le contexte de crise énergétique hein, dont on vient de parler et ses conséquences économiques également, que Marion vient d'évoquer. Mais ce n'est pas non plus la seule raison qu'il faut avoir en tête. Marion a parlé du plan climat, air, énergie et de ses différents objectifs en vue d'atteindre la neutralité carbone. Ce plan décline bien en fait une stratégie qui existe au niveau national, la stratégie nationale bas carbone, qui vise l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Et pourquoi? Pour nous permettre de contribuer à limiter le réchauffement climatique, on l'espère, même si la dernière COP nous a dit que ça serait compliqué, de limiter ce réchauffement à 1,5 degré. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque Français que nous sommes, nous pesons, nous émettons 9 tonnes de carbone par an. Et pour atteindre cette neutralité en 2050, il va falloir atteindre le chiffre de 2 tonnes. Donc, ça veut dire divisé par un peu plus de 4. Et au sein de ces 9 tonnes, le secteur de la construction représente à lui tout seul un quart de cette empreinte carbone. Et au sein du secteur de la construction, le tertiaire représente lui aussi un quart. Et dans le poids en fait, que représente le tertiaire au niveau de son empreinte carbone, eh bien, on voit que pour réduire le plus possible, les 3/4 de l'effort sont liés à la réduction des consommations énergétiques. Et le levier principal, bien sûr, dans ces cas-là, c'est la rénovation des bâtiments tertiaires. Et c'est bien là toute la finalité du décret tertiaire. Et ce qu'il faut avoir bien en tête, ce n'est pas uniquement de la saisie de données, c'est avant tout d'accélérer la rénovation énergétique du parc tertiaire pour diminuer ses consommations énergétiques et participer à l'atteinte de cette neutralité carbone en 2050, tout simplement pour préserver notre condition de vie. Donc, un petit zoom sur le parc du tertiaire en Pays de la Loire. Quand on parle tertiaire en Pays de la Loire, on parle d'à peu près 50 millions de mètres carrés chauffés et d'activités très variées. On y reviendra tout à l'heure, c'est ce que vous pouvez voir sur le premier graphique. Sur le second graphique, ce que je voulais vous indiquer, c'est que, et vous montrer, c'est que 50% des consommations énergétiques du tertiaire sont encore liées à la question du chauffage. Si on ajoute la question de l'eau chaude sanitaire et la question du refroidissement, on arrive aux 2/3 des consommations. On voit bien qu'on va avoir un gros levier sur la question du bâtiment, mais également de son usage. Ce qui est intéressant aussi sur ce graphique, c'est que 1/4 des consommations énergétiques sont liées à l'électricité spécifique.
Et quand on parle d'électricité spécifique, on va parler d'éclairage, on va parler de postes informatiques, on va parler de numérique, on va parler un peu de tout ce qui se trouve au bout d'une prise. Et donc là, pour le coup, le levier, c'est vraiment l'usage et les usagers. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le décret tertiaire, qu'on appelle aussi dispositif éco-énergie tertiaire, c'est une démarche qui est clairement inédite parce qu'en fait, elle s'adresse au parc tertiaire existant. Et habituellement, les réglementations sont plutôt sur le neuf. C'est un décret qui est ambitieux parce qu'il va adresser plus de 70% de la surface construite actuellement. Euh, il est également assez inédit parce que toutes les parties sont concernées, c'est-à-dire aussi bien propriétaires que locataires, et toutes les énergies sont comptabilisées. Et alors ça, c'est vraiment une grande nouveauté, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus calculer de façon théorique les consommations énergétiques, on va prendre l'énergie facturée à la sortie du compteur. Et ça, c'est complètement inédit. C'est un dispositif qui est clairement ambitieux, puisqu'en fait, il va fixer des objectifs jusqu'en 2050 avec des étapes intermédiaires en 2030 et en 2040 qui vont permettre, qui nous permettent en fait d'avoir une trajectoire sur le long terme. C'est un dispositif qui s'appuie sur une plateforme en ligne qui s'appelle Opera et qui va permettre le suivi de l'atteinte des objectifs et donc de vérifier si chaque personne qui est soumise au décret tertiaire est bien sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs. Et c'est là où il y a une petite urgence actuellement, c'est que si vous êtes soumis au décret tertiaire, vous devez avoir réalisé votre première saisie de consommation avant le 31 décembre de cette année. J'y reviens dans la suite de ma présentation. Alors, est-ce que vous êtes concerné par le décret tertiaire? J'ai envie de vous dire de base, c'est presque oui, puisque on est donc le tertiaire, si on veut le redéfinir, c'est tout ce qui n'est pas primaire, donc l'exploitation des ressources naturelles, et tout ce qui n'est pas secondaire, c'est-à-dire la transformation des ressources naturelles. Ça veut dire que c'est aussi bien le neuf et l'existant. Ça veut dire qu'on est aussi bien sur du secteur marchand et du secteur non marchand. Et également, on est aussi bien sur du public et du privé. Ça concerne effectivement tout un champ d'activité très large. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet du dispositif éco-énergie tertiaire, il y a un premier mot-clé qui est l'assujettissement. Est-ce que vous êtes assujetti? Ce qui signifie, est-ce que vous devez respecter cette réglementation? La loi dit tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site, dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m², est assujetti. Si vous avez entendu parler du décret tertiaire, vous avez forcément entendu parler de ce seuil des 1000 m². Mais c'est là où c'est un petit peu plus, on va dire, c'est un peu moins simple qu'il n'y paraît. Ce n'est pas uniquement si vous faites 1000 m². Soit vous avez un bâtiment, il fait plus de 1000 m², vous êtes concerné. Mais si, par exemple, vous êtes une activité tertiaire hébergée dans un bâtiment où il y a d'autres activités et que l'ensemble de ces activités font plus de 1000 m², vous êtes assujetti. Si vous êtes dans un bâtiment, par exemple, en partie industrielle, en partie tertiaire, mais que la partie tertiaire dépasse les 1000 m², vous êtes assujetti. Si votre bâtiment ne fait que, admettons, 500 m², mais que si sur la même unité foncière, vous avez un autre bâtiment qui fait 500 m², vous faites 1000, vous êtes assujetti, etc., etc. Là, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'il y a plus de chances à nouveau d'être assujetti que de ne pas l'être. Pour prendre mon cas personnel, les locaux de Novabile font 70 m². On pourrait se dire, je ne suis pas assujetti. Oui, mais je suis dans les locaux de la CCI, qui est mon propriétaire. Donc, je suis assujetti puisque les locaux de la CCI font plus de 1000 m². Et une autre particularité du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est d'insister sur la co-responsabilité entre propriétaires et preneurs à bail. La deuxième notion un peu clé et qui est vraiment centrale au sein du dispositif éco-énergie tertiaire,
c'est cette question de l'entité fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'une entité fonctionnelle? Emerson Caban, qui est chef de projet de la plateforme Opera, le résume comme ça. Il dit « L'entité fonctionnelle désigne l'échelon auquel la déclaration et le calcul de respect des objectifs seront faits. » C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que le dispositif éco-énergie tertiaire va vous fixer un objectif. C'est une maille qui peut être plus fine que le bâtiment. Elle peut être à l'échelle du bâtiment ou elle peut être à l'échelle d'un ensemble de bâtiments. C'est à cette échelle-là que vous ferez votre déclaration sur la plateforme Opera avant le 31 décembre. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'après, ça peut devenir très vite assez complexe. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est la maille la plus importante, c'est le cœur du dispositif qui va vous suivre jusqu'en 2050. Alors, quels sont les objectifs qui sont fixés par le décret tertiaire ou le dispositif éco-énergie tertiaire? Là, à nouveau, vous allez avoir deux possibilités. Soit on choisit un objectif en relatif, c'est-à-dire qu'on va partir d'une consommation de référence et on va dire en 2030, il faudra faire moins 40%, en 2040, moins 50% et en 2050, moins 60%. Et on est bien sur une énergie mesurée en énergie finale, tout usage confondu et tout type d'énergie confondue. Ou alors, je peux prendre le choix d'atteindre un objectif en valeur absolue. Chaque décennie, via des textes réglementaires, une consommation d'énergie seuil va être fixée en fonction des activités du bâtiment et donc ça sera votre objectif. Vous choisissez, comme vous le souhaitez, cet objectif à choisir et c'est vraiment une approche pragmatique sur la base des consommations au réel. Donc, pour résumer à ce stade-là assez rapidement le dispositif éco-énergie tertiaire, quelle est mon activité? Donc, est-ce que je suis assujettie par rapport à mon activité, par rapport à mon bâtiment, à l'échelle de mon unité foncière? Et si je le suis assujettie, je vais devoir définir mon entité fonctionnelle et prendre contact avec mon propriétaire ou mon locataire, le cas échéant, pour pouvoir récupérer les données et les saisir dans Opera. Alors, de façon très concrète, maintenant, le dispositif éco-énergie tertiaire, comment on fait? Alors, tout d'abord, il faut connaître son patrimoine. Ça peut sembler un petit peu trivial de dire ça au départ, mais il est important de bien définir votre périmètre si vous avez plusieurs bâtiments. De savoir aussi si vous avez déjà des plans d'action liés à des travaux de rénovation énergétique ou pas, qui sont déjà actés. Connaître votre patrimoine vous permettra de savoir si vous êtes assujetti, de définir votre entité fonctionnelle et votre consommation de référence. Vous pourrez ainsi réaliser votre première déclaration sous Opera avant le 31 décembre, ainsi que les données de consommation pour les années 2021 et 2022. Vous allez, en fonction de ça, pouvoir définir quel objectif vous souhaitez atteindre en relatif ou en absolu et mettre en face un plan d'action pour atteindre ces objectifs en 2030, 2040 et 2050. Sur quelques cas particuliers, on peut faire des demandes de modulation, c'est ce qu'on appelle un dossier technique. Et il faut savoir que tous les ans, vous devrez déclarer vos consommations énergétiques sur cette plateforme Opera, un peu comme on le fait pour les impôts. Et de la même manière que quand on est passé en dématérialisé pour les impôts, le plus compliqué, c'est la première année, il faut créer son compte, il faut rentrer les données de base. Et puis après, tous les ans, ça devient un peu plus automatique. Donc, propriétaire-locataire, je l'ai dit, il y a vraiment une co-responsabilité. Donc, il ne faut pas croire que oui, c'est à mon propriétaire de le faire ou de toute façon, c'est mon locataire qui paye les factures d'énergie, donc c'est lui qui va déclarer. Le dispositif éco-énergie tertiaire ne tranche pas la question, il vous laisse libre. Le tout, c'est que chaque assujetti et chaque entité fonctionnelle assujettie doit avoir des consommations renseignées en face. Donc, à partir de là, le mieux, c'est clairement de prendre rendez-vous propriétaire-locataire avec une petite grille des actions à faire. Donc, ça, c'est vraiment un exemple qu'on vous donne et qui va vous permettre de répartir les rôles et de savoir un petit peu qui va faire quoi. Parce qu'une fois qu'on aura rempli ces premières obligations liées à Opera, le cœur vraiment du dispositif étant
de générer des économies d'énergie, c'est bien la question de la rénovation de votre bâtiment, d'une rénovation énergétique performante et bas carbone qui est bien au cœur de cette question-là. Et donc, quand on parle rénovation, la première réflexion qu'il faut vraiment se questionner, c'est la question de la sobriété. Parce que la meilleure énergie, c'est encore celle que vous ne consommez pas. C'est pourquoi vos premières pistes de réflexion, elles doivent se faire autour de la performance thermique de l'enveloppe pour limiter le plus possible les déperditions. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant et vraiment important de bien connaître à la fois son patrimoine, l'état de son patrimoine et de procéder idéalement à un audit énergétique pour avoir vraiment une connaissance assez fine au niveau de l'enveloppe. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur l'enveloppe pour limiter les déperditions et diminuer ses consommations. Ça va passer par des questions d'isolation, de remplacement de menuiserie, mais aussi des choses qui sont importantes et qu'on a tendance à oublier, tout ce qui va être lié en fait à la protection solaire pour limiter les surchauffes en été et puis bien sûr le recours à la climatisation. Alors, un petit exemple pour illustrer le propos. Donc, ça, c'est la réhabilitation et l'extension du siège de la société LMC, une entreprise de bureaux, de tertiaire, qui a procédé à une isolation thermique par l'extérieur, un changement de ses menuiseries, qui a percé aussi des ouvertures un peu plus grandes, comme on peut le constater, et donc qui a procédé à une amélioration, on va dire, plus générale, avec une réflexion très globale autour des usages aussi, car il y a eu un gros travail sur le réaménagement intérieur. Les usages ont été repensés et aujourd'hui, c'est une réelle plus-value pour les salariés, les travaux qui ont été menés et pas seulement sur la question énergétique. La question de la rénovation, elle est vraiment beaucoup plus générale. Elle embarque beaucoup de questions avec elle. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est la réhabilitation énergétique donc, de ce restaurant universitaire à Poitiers, où la particularité, c'est que l'isolation thermique par l'extérieur, elle est faite en paille hachée insufflée. Et donc, c'était aussi pour vous dire qu'il y a aussi cette question de l'énergie, bien sûr, qui est à prendre en compte, mais aussi la question du bas carbone et des matériaux qui seront mis en œuvre. C'est l'occasion d'avoir vraiment une réflexion un peu 360, une réflexion aussi sur les ressources qu'on utilise et de privilégier plutôt, bien sûr, des ressources bas carbone et renouvelables. Donc, une fois qu'on a travaillé sur la question de l'enveloppe, qu'on a réduit le plus possible les besoins, il faut pouvoir mettre en œuvre des équipements efficaces. Et là, tout va être question un petit peu de compromis, de trouver un équilibre entre notamment le confort thermique d'hiver, éviter les surchauffes d'été. Toute une réflexion à avoir autour de l'efficacité des équipements. Et c'est pour ça bien que ça arrive dans un deuxième temps, après avoir optimisé son enveloppe, parce que par exemple, si vous commencez par changer votre chaudière sans avoir travaillé sur votre enveloppe, vous allez avoir une chaudière avec une puissance plutôt importante qui va consommer plus. Et le jour où vous travaillez sur votre enveloppe, votre chaudière sera surdimensionnée, ne fonctionnera pas comme il faut et occasionnera des surconsommations. Il faut bien avoir en tête d'abord réduire ses consommations, ensuite des équipements efficaces. Et enfin, dans un troisième temps, on peut apporter des compléments en énergie renouvelable. C'est ce qu'on appelle la démarche négawatt. Mais c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est l'occasion de repenser l'usage de votre bâtiment. C'est l'occasion d'avoir une réflexion sur les questions de mobilité. C'est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus systémique du bâtiment dans son environnement, de tirer parti, j'ai envie de dire, de l'environnement immédiat. C'est vraiment, encore une fois, une opportunité qui vous est donnée aujourd'hui sur ces questions de la rénovation énergétique. Un autre exemple, c'est un bâtiment de bureau sur l'île de Nantes qui s'appelle MC2. C'est les bureaux d'un bureau d'études thermiques, un économiste et un architecte à l'époque. Et c'est un bâtiment qui est classé. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas faire d'isolation thermique par l'extérieur.
Néanmoins, ils ont fait un énorme travail au niveau de l'isolation thermique par l'intérieur. Et vraiment, ils ont diminué très, très fort les besoins. Ça reste, elle a 10 ans bientôt, cette rénovation, et ça reste une des rénovations les plus performantes de France encore aujourd'hui. Ils ont également une réflexion sur l'apport énergétique qu'il leur fallait, et ils sont reliés sur un réseau de chaleur à base d'énergie renouvelable. Ils ont une réflexion sur l'optimisation de l'usage, des besoins. Ils ont fait 2 surélévations en bois. Et enfin, ils ont une réflexion aussi avec leurs salariés autour des questions des transports doux. Il y a un local vélo. Ils ont des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et tout ça est complété par des panneaux solaires photovoltaïques pour une autoconsommation. Donc voilà, c'était pour montrer une réflexion assez globale et une rénovation qu'on juge plutôt exemplaire. Et avant de s'attaquer à cette question du bâti, hein, qui nécessite forcément des investissements qui sont assez importants, il y a des actions en fait, où il n'y a pas forcément d'argent à mettre sur la table tout de suite, et que vous pouvez mettre en place immédiatement, et sur lesquels vous pouvez avoir des taux de retour particulièrement intéressants. Et ça, c'est ce qu'on appelle des mesures quick win, ou victoire rapide en français. Ce sont des mesures simples à mettre en place avec de forts gains. Et donc, dans cette famille-là, on peut déjà tout simplement vérifier son contrat. Est-ce qu'aujourd'hui, mon contrat est toujours adapté à mes besoins? Il se peut que parfois le contrat, il ait été signé il y a très longtemps, on avait souscrit une grosse puissance, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça va être aussi et surtout les questions de l'exploitation et de la maintenance. Il faut entretenir le plus possible ces équipements énergétiques, sinon ils vont surconsommer. C'est aussi des réglages à avoir. Trop souvent encore, on me parle de réglages pour particuliers qui sont faits dans des immeubles de bureaux. Donc on chauffe le soir, on chauffe le week-end, et la journée, on met tout en marche forcée. On comprend bien que là, il y a déjà des marges de manœuvre qui sont assez importantes. À moindre coût, on peut aussi faire des petits travaux, passer son éclairage au fur et à mesure en LED, avoir des détecteurs de présence, calorifuger ses réseaux, etc., etc. Et enfin, et elle est loin d'être négligeable, cette question de l'usage des usagers. C'est vraiment d'impliquer le plus possible tous vos collaborateurs autour de cette question-là, la question de l'usage, de l'énergie, les projets qu'il y a autour de ça. Il faut les embarquer avec vous. Ça ne doit pas être subi. On ne doit pas avoir juste cette mesure de on chauffe à 19 parce qu'il faut chauffer à 19 et tu as froid et ce n'est pas grave. Bah, si, ça l'est. C'est vraiment très important que tout le monde soit vraiment partie prenante sur ces questions-là. Ces 10 actions, je ne les ai pas inventées ni trouvées toutes seules, hein. Elles sont issues d'un webinaire qui a été organisé par l'ANAP pour les établissements médico-sociaux, mais je trouvais qu'elles s'appliquaient très bien à tout type d'activité. Je vous mets le lien, vous aurez le support si vous voulez en savoir plus. Ils développaient ça quand même sur 1 heure. Donc voilà. En résumé, s'il y avait que les grandes lignes à retenir, c'est vraiment s'organiser, avoir une bonne connaissance du parc, de votre parc immobilier, bâtir un plan d'action jusqu'en 2050, informer et sensibiliser les usagers, optimiser votre maintenance et l'exploitation, et dans un 4e temps, avoir ces actions de rénovation qui nécessitent des investissements plus importants, mais plus vous les aurez anticipés, plus vous pourrez plus facilement les mettre en œuvre. Juste 2 mots pour finir, parce que j'ai encore dépassé mon temps de parole. L'accompagnement de Novabuild d'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, je suis ravie qu'on accueille chez Novabuild depuis maintenant une petite semaine Margot, qui est chef de projet rénovation et réhabilitation, qui s'immerge complètement dans le sujet en répondant aux différents assujettis ces derniers jours, et qui va pouvoir en fait vous accompagner dans vos réflexions autour de vos projets de rénovation et de réhabilitation de vos locaux, mais aussi si vous avez besoin là de façon un peu plus pragmatique sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Je reste aussi à votre disposition, bien entendu. Merci beaucoup. Merci Juliette.
On a une question de Philippe Alanou qui nous demande comment intégrer dans la mesure de la performance des différences de contexte d'exploitation sur un site, plus de salariés, plus de machines, plus forte amplitude horaire et donc égale plus de consommation. Je peux peut-être lui donner la parole. Voilà, s'il y a besoin de détailler la question. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre de la comptabilisation sur la plateforme Opera ou d'une manière plus générale. De toute façon, ça va revenir un peu au même. En règle générale, ce qu'on fait, c'est que, alors, effectivement, on va être consommation sur facture, et puis celle-ci, on essaye de la moduler le plus possible pour justement qu'elle ne soit pas dépendante de conditions externes. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle un ajustement climatique, parce que forcément, entre l'hiver, l'année dernière, on n'a quasiment pas mis un pull, et cette année, où on voit quand même qu'on a des températures extrêmement froides, forcément que ça va être différent au niveau des consommations. Ça va être aussi ajusté en fonction des zones climatiques. On se doute bien qu'un bureau en Corse, il va moins chauffer qu'un qui est en Lorraine. Pour autant, ça ne veut pas dire que son bâtiment il est plus performant en Corse. Donc, tout ça, c'est ajusté, c'est modulé et ça l'est aussi en facteur en lien avec ce qu'on appelle un indicateur d'intensité d'usage. Notamment, ça, c'est en lien avec le décret tertiaire. En fonction des activités, ils ont mis en place des indicateurs. Donc, par exemple, pour des bureaux, c'est le nombre d'heures de présence dans le bureau. Il y a une valeur étalon. Et après, nous, on peut choisir de rentrer une donnée qu'on aura soi-même calculée en disant, mais sauf que moi, cette année, j'avais 80% des gens qui étaient en télétravail. Donc, forcément, j'ai eu à peine X heures d'ouverture de mes bureaux. À l'inverse, il y a des années où j'étais 100% en présentiel, donc forcément, c'est normal. Et ça, c'est pareil, ça va moduler en fait la consommation in fine en kilowattheure par mètre carré par an. Pas sûr que ça réponde à votre question, mais… faut voir après concrètement comment ça se renseigne, mais effectivement, il y a des… C'est très technique, en fait. C'est lié à l'usage des machines. Comment est-ce qu'on justifie l'usage des machines, par exemple? C'est très difficile, en fait. Votre question, elle est par rapport à de façon très pragmatique, elle est par rapport à la déclaration sous Opera ou elle est par rapport à une question plus générale Non, la mesure de la l'idée performance plus générale. Bon, l'idée, c'est de faire une performance, de mesurer que sur X années, on a fait un gain de 30%. Voilà, donc si on a décidé de faire travailler en 2/8, qu'on a investi dans beaucoup plus de machines, nécessairement, on va consommer plus, quoi. Ouais, a Comment priori, le justifier? pour essayer de s'affranchir de cette question du process, c'est vraiment l'indicateur d'intensité d'usage qui a été pensé au niveau national sur ces questions-là. Ok. Parce que ça revient régulièrement, effectivement, pour ceux qui ont du process. Merci. Et puis après, c'est des valeurs qui sont définies dans des arrêtés et qui ne sont pas encore tous sortis. Je pense qu'on aura encore un certain nombre d'ajustements à venir. Après, vous avez aussi des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement des maîtrises des consommations énergétiques en lien avec les process. C'est notamment le cas de l'association Horace, qui est basée en Maine-et-Loire, mais qui rayonne sur tous les pays de la Loire. Donc effectivement, là, on voit bien le décret tertiaire, comme il prend l'intégralité des consommations énergétiques du bâtiment. Ce n'est pas que le bâtiment, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Donc d'une part, les usagers et tout ce qu'on peut brancher, et puis d'autre part, tout ce qui est machine. Et donc, effectivement, il va y avoir un certain nombre de leviers à actionner. Merci Juliette. On a une deuxième question. Je propose que Juliette, tu répondes directement à la personne sur le chat et qu'on passe la main à Chloé parce que je vois le temps qui passe et je pense que tu as la réponse. Attends, je peux juste la faire en direct. Je suis désolée de la réponse d'avance que je vais vous apporter, mais c'est ce que j'ai dit dans mon intervention. Il y a co-responsabilité propriétaire-locataire. Le décret ne dit pas qui doit faire quoi. Donc, il y en a un qui doit se charger. Si votre propriétaire il n'est pas motivé, c'est à vous, locataire, de vous en emparer parce que vous êtes autant responsable que lui devant la loi. N'hésitez pas à me contacter après par mail s'il y a besoin de plus d'échanges. Mais en tout cas, la règle, elle est là. Opera, il veut juste une entité fonctionnelle des consommations et une réduction de ses consommations.
Merci Juliette, vraiment merci beaucoup. Ce qu'on peut préciser c'est qu'on vous transmettra tous les supports qui, intégreront évidemment les coordonnées, des intervenants. Donc vous aurez la possibilité de poser d'autres questions peut-être plus précises et plus personnalisées, à nos interlocutrices en l'occurrence. Donc Chloé, tu vas prendre la main. Merci, hein, Juliette, encore une fois pour toutes ces, subtilités, hein, sur les le décret tertiaire. On espère que ça vous a été utile. Ce qu'on voulait voir aussi avec Chloé, c'était la façon dont on pouvait se poser les bonnes questions aussi, même si la réglementation, la loi ne nous y oblige pas, et comment intégrer aussi ces questions de rénovation énergétique dans ce qu'on appelle le petit tertiaire, donc les moins de 1000 mètres carrés. Oui, merci beaucoup. Effectivement, moi, je vais faire un focus sur l'accompagnement qu'on peut proposer, nous, à l'ISEE, en partenariat avec Nantes Métropole, auprès des entreprises dont la surface de leurs locaux tertiaires commerciaux sont inférieurs à 1000 mètres carrés. Donc, vous voyez sur la slide comment on s'est réparti un petit peu les interventions et du coup les accompagnements. Alizé intervient sur la gauche de la slide pour les entreprises de moins de 1000 mètres carrés dans le cadre d'un accompagnement plutôt ponctuel sur les questions de rénovation énergétique, de sobriété énergétique, de maîtrise de l'énergie. Et nos formats sont tantôt collectifs, des ateliers collectifs à destination des entreprises et des commerçants, et tantôt plutôt personnalisés, individuels. Et c'est ça que je vais vous détailler précisément. Peut-être avant, donc moi je suis Chloé Jacques de l'association Alizé. Alizé, qui sommes-nous? On est une association qui a eu 30 ans l'année dernière, qui est experte sur les questions de maîtrise de l'énergie, sobriété énergétique, efficacité énergétique, et puis sur la question des énergies renouvelables. On agit sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Et plus spécifiquement, on a 3 antennes qui quadrillent un petit peu nos départements d'action. Donc notre siège social à Angers, à Nantes aussi, avec notamment le partenariat avec Nantes Métropole, et à Saint-Nazaire sur la Carène. Aujourd'hui, on est une association du coup de quasiment plus de 70 salariés, heu et nos activités précisément s'orientent vers différents publics qu'on accompagne et qu'on sensibilise sur les questions que j'ai citées, sur les sujets que j'ai cités précédemment. Et nos différentes cibles sont le grand public, notamment dans le cadre du service public auprès des particuliers dont vous avez peut-être connaissance, qui est le service public de la rénovation énergétique, estampillé France Rénov'. Sur Nantes Métropole, on travaille également dans le cadre du dispositif mis en place sur Nantes Métropole auprès des particuliers qui s'appelle Mon Projet Rénov'. Mais nos cibles ne s'arrêtent pas qu'au grand public. On a des actions auprès du jeune public, des scolaires, des agents immobiliers et évidemment des professionnels du bâtiment et du petit tertiaire privé, donc plus spécifiquement ce qui nous anime aujourd'hui. Nos thématiques d'action sont la maîtrise de l'énergie, la sobriété énergétique qui effectivement, on y travaille depuis de nombreuses années et on est finalement assez content que cette année ce soit l'année de la sobriété énergétique, qu'on puisse le mettre sur le devant de la scène parce que c'est bien via cet angle-là que nous, on aborde à chaque fois nos interventions. On ne fera rien tant qu'on n'aura pas réussi à baisser nos consommations d'énergie par des actions sur l'usage et donc bien des actions sur la sobriété énergétique, avant de pouvoir se poser les questions de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable, comme a pu le préciser Juliette, dans le cadre de la démarche Négawatt qu'on promeut également, sobriété, efficacité et renouvelable. Et un point qui est quand même essentiel pour nous, qui nous tient énormément à cœur, c'est que comme on travaille avec des collectivités dans le cadre du service public de la rénovation énergétique, nos conseils se veulent neutres, gratuits et indépendants. On n'a pas vocation à solliciter ou mettre en avant une marque plus qu'une autre. Donc on a bien cette casquette de neutralité qui est importante aussi bien pour nous que pour les cibles auxquelles on s'adresse. L'accompagnement qu'on met en place sur Nantes Métropole à destination des entreprises TPE, PME et commerçants est donc un accompagnement toujours gratuit, neutre et indépendant, bien évidemment. Et il se détaille sous deux étapes, on va dire. Une première étape qui est le conseil de premier niveau. On assure tous les jours une permanence téléphonique et vous avez nos coordonnées sur la droite de la slide. Aussi bien donc une permanence téléphonique qu'une permanence mail d'ailleurs, pour répondre à
des entreprises du petit tertiaire sur des questions assez spécifiques, évidemment, sur les questions de rénovation énergétique, de sobriété énergétique, potentiellement de lecture de factures aussi, vraiment sur le bon choix de l'aide financière dans le cadre de mes travaux de rénovation sur mon local commercial. Peut-être aussi une question assez précise sur quel choix de matériaux ou d'équipements serait plus justifié ou intéressant pour mon projet. Peut-être une information aussi sur les devis, mais vous voyez bien l'idée, c'est un premier niveau d'information, une réponse qui peut se faire effectivement soit par téléphone, soit par email, qui soit assez rapide et donc on assure ce service-là au quotidien. Et si, nous, de notre côté, on a l'impression on peut creuser un petit peu plus, le sujet avec vous sur la question peut-être d'un projet de rénovation énergétique, peut-être une difficulté sur, un système de ventilation qui est au sein de vos locaux. On peut vous proposer notre accompagnement, la deuxième étape de notre accompagnement qui est un pré-diagnostic énergétique et là, c'est, nous qui nous déplaçons sur le site tertiaire, donc au sein de votre entreprise, au sein de votre commerce pour venir réaliser un pré-diagnostic énergétique qui est donc gratuit. C'est un technicien expérimenté, c'est pour ça que je vous mets les coordonnées de Sylvain Groseille qui est mon collègue qui ne pouvait pas assurer la présentation aujourd'hui, mais c'est souvent lui qui se déplace auprès des entreprises pour venir déjà répondre un peu plus spécifiquement à la question qui vous avait fait venir vers nous, mais il se permet après de faire une visite complète du bâtiment ou du commerce pour faire différentes prises de mesures avec les différents outils de mesure qui sont cités là. C'est juste pour l'exemple, l'anémomètre au niveau du système de ventilation, le wattmètre pour les consommations d'électricité des appareils branchés, par exemple. Hem, il apportera un regard particulier sur vos factures d'énergie également. Juliette le mentionnait effectivement, bah, peut-être que l'abonnement, d'énergie qui a été souscrit au moment où vous avez, intégré les bâtiments, sont plus forcément adaptés à votre consommation aujourd'hui. Donc, on a un regard particulier sur vos factures d'énergie, sur, l'abonnement qui est souscrit et les consommations d'énergie qui en résultent. Et à l'issue de cette, visite sur site qui prend en général 1 heure et demie, on vous remet un rapport de visite dans lequel on vient retranscrire, les différents éléments qui ont pu être mis en évidence et puis surtout ce qui est intéressant, c'est nos différentes préconisations, heu et les préconisations, encore une fois, elles vont se faire sous l'axe, sobriété, efficacité, renouvelable. Un premier focus sur, quelles préconisations on peut mettre en place chez vous, au sein de vos locaux, sur, des axes de sobriété énergétique. Quels usages peuvent être, revus, sur, les systèmes de chauffage, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, mais de passer effectivement la température à 19 degrés plutôt que 20 degrés. Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on pourrait pas aussi identifier un référent sobriété au sein de vos salariés qui pourrait être aussi, responsabilisé sur ces questions-là. Mais c'est des petites actions qui ne coûtent pas cher, qui peuvent être mises en place et puis après des préconisations qui vont un petit peu plus dans le détail de la rénovation énergétique, du système de ventilation qui va bien et pourquoi pas aller plus loin également sur de la production d'énergie renouvelable. Donc les rapports de visite sont remis à chaque fois, en général dans la semaine qui suit la visite. Sur Nantes Métropole, pour 2023, on va proposer aussi des permanences conseils vraiment à destination des entreprises. Il y a une petite coquille pour que que le premier niveau de conseil ne soit pas forcément que par téléphone ou par mail, mais que vous ayez aussi la possibilité de nous rencontrer. On imagine des permanences conseils qui puissent durer 30 minutes par entreprise qui veut de l'information. L'idée, encore une fois, c'est toujours de répondre à vos questions sur la question de la maîtrise de l'énergie. On vous invite à venir, dès après enfin, au moment de la permanence, du rendez-vous avec vos factures pour, optimiser le rendez-vous. Et je vous montre là et donc on vous transmettra aussi, dans le chat, l'adresse, le lien pour la prise de rendez-vous en ligne. C'est sur notre site, Alizé espace France Rénov avec des créneaux qui sont spécifiques aux entreprises, du petit tertiaire. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
permanences ont lieu sur les communes qui sont précisées là et ont lieu dans les mairies annexes ou au sein des pôles de proximité de Nantes Métropole. Au moment de la prise de rendez-vous, l'adresse est évidemment précisée. On vous remet cette slide-là avec le flyer que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, qui vous a peut-être été diffusé, puisque en plus de l'accompagnement individuel qu'on peut proposer, on a aussi des ateliers collectifs qui s'organisent et qui ont déjà eu lieu depuis le mois de novembre sur Nantes Métropole. On en a encore quelques-uns de prévus à partir de janvier 2023 sur différents pôles de proximité. Et les ateliers collectifs ont pour l'objectif de traiter un sujet en particulier, peut-être le sujet de la facture énergétique, bien lire sa facture énergétique, bien comprendre les tenants et aboutissants et les informations qu'on peut avoir sur une facture énergie. On a d'autres thématiques, mais je pense que Marion et Fanny vont diffuser aussi le lien pour préciser ces différents ateliers qui seront organisés dans les prochains mois. Fanny a déjà dégainé, c'est dans le chat. Eh ben super, merci. Je vois pas, je vois par contre qu'il est 13h01, donc je me dépêche. On voulait faire un petit focus aussi sur les aides financières qui existent à destination des entreprises. Là, j'ai pas vocation à vous faire un cours magistral sur les aides financières. C'est plutôt vous transmettre l'information qu'il en existe quelques-unes et que si jamais vous aviez un intérêt particulier sur les aides financières que je vais lister là, saisissez l'occasion soit d'un coup de téléphone, d'un mail ou même d'une prise de rendez-vous auprès d'une permanence pour aller un petit peu plus dans le détail. Mais sachez voilà, qu'aujourd'hui, pour les entreprises du petit tertiaire, enfin du tertiaire, on a les certificats d'économie d'énergie qui sont une aide spécifique, ou ce qu'on appelle aussi C2E, que vous avez peut-être entendu un petit peu ou vu en tant que particulier également. Elle concerne toutes les entreprises, que vous soyez locataire ou propriétaire, et permet de financer une partie des travaux de rénovation énergétique, donc aussi bien des travaux d'isolation, des travaux de changement de système de chauffage, d'optimisation de la ventilation. Je ne les liste pas toutes parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de travaux qui sont éligibles. Vous aurez dans la présentation le lien vers ces fiches bâtiments, bâtiments tertiaires. Et vous pourrez aussi évaluer un peu mieux la part financée par ces C2E sur les différents postes de travaux. Peut-être un point particulier, il n'y a pas d'obligation d'être RGE quand vous faites appel à des entreprises. Il n'y a pas besoin d'être RGE quand on fait des travaux de C2E sur les bâtiments tertiaires. Vous avez également un coup de pouce chauffage pour les systèmes de pompe à chaleur ou de biomasse. La climatisation est également éligible. La seule peut-être information que vous avez à retenir avant pour ces C2E, sachez qu'il faut absolument que le dossier de C2E soit initié avant signature des devis auprès d'un obligé. Ça, c'est la condition sine qua non, au risque sinon que vous ne puissiez pas bénéficier des C2E. Donc avant de signer vos devis de travaux, pensez à bien vous renseigner et à lancer votre dossier de C2E en amont. Rapidement, le fonds chaleur. Le fonds chaleur, c'est un fonds chaleur de l'ADEME, une aide de l'ADEME qui est intéressante pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans de la production de chaleur renouvelable, donc aussi bien les productions de solaire thermique, géothermie, chaudière biomasse, récupération de chaleur fatale aussi pour les grosses industries, et pourquoi pas le raccordement au réseau de chaleur de la commune, de la ville, s'il y en a un. Le fonds chaleur permet de subventionner les études et l'investissement qui est associé à ces productions de chaleur renouvelable. Et donc, on est bien sur de la chaleur renouvelable, donc c'est pour ça qu'on précise solaire thermique et pas solaire photovoltaïque. Une nouvelle fois, sur la slide est précisé en lien, dans le petit carré jaune, le détail du fonds chaleur et qui vous rebasculera vers le site de l'ADEME. Sachez qu'il y a des prêts de la BPI aussi, la Banque publique d'investissement, donc BPI France, qui propose des prêts économie d'énergie ou des prêts verts pour vous aider à financer des travaux de rénovation énergétique. Pour ne détailler que le prêt économie d'énergie, ça nous semblait le plus intéressant sur le moment aussi, parce qu'il permet de financer des petits projets d'amélioration énergétique. Le relamping, Juliette évoquait le relamping LED aussi, le passage de tout l'éclairage en LED
eh ben, ces petits travaux peuvent être financés. C'est des prêts qui sont sur une courte durée et pour des entreprises de plus de 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est remboursable 2 ans après l'obtention du prêt. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller creuser la question. Enfin, on s'adresse à des entreprises avec une activité un peu spécifique puisque c'est réservé aux activités de restauration, d'hébergement touristique. Hem, donc sur certaines zones, mais déjà, certaines zones, dans un premier temps, c'était des zones rurales, mais depuis 2022, il y a pas mal de communes de la métropole nantaise qui sont éligibles. Donc, pour ne citer que quelques-unes, parce que je les ai un peu recensées, Bougnay, Boye, Carquefou, La Chapelle, Indre, par exemple, en font partie aujourd'hui. Et le fonds tourisme durable de l'ADEME permet de proposer des aides qui visent à réduire et maîtriser les coûts fixes, de ces activités de restauration et d'hébergement touristique. Donc évidemment, la question de l'énergie, de l'eau, des déchets, du gaspillage alimentaire et des transports. S'il y a aussi un une activité, d'hébergement touristique souhaitait mettre à disposition des vélos à assistance électrique, ça pourrait aussi, être financé. D'encourager l'ancrage dans les territoires, donc développer des démarches d'économie circulaire via des circuits courts de proximité, par exemple, et de former, se labelliser et communiquer sur l'engagement écologique. Tout ça peut être également, subventionnable par le fonds tourisme durable de l'ADEME. Donc je vous laisserai, aller, aussi, prendre un premier niveau d'information et surtout ne pas hésiter à nous contacter pour plus de détails. D'autres aides qu'on liste aussi ici, qu'on oublie, qu'on peut oublier, enfin auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense rénovation énergétique. Ça peut être des aides aussi de la CARSAT pour la lutte contre les troubles musculo-squelettiques, un système de changement de four à pain, par exemple, pour un boulanger, qui soit, voilà, qui permette de d'avoir un accès plus facilement aux fournées de pain, et ben, pourrait potentiellement, du coup, être financé notamment par les aides de la CARSAT et en plus d'être, plus efficace énergétiquement. Donc on pourrait, par exemple, imaginer cette association d'aides financières. Et puis ensuite, là où vous pourrez, avoir aussi, pas mal d'informations sur l'ensemble des aides qui sont à destination des entreprises, pas que rénovation énergétique, mais l'ensemble des aides. Sachez qu'il y a un site internet qui est administré nationalement par la CCI, où elles seront toutes recensées. C'est les-aides.fr. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner aussi sur ces différents sites qui sont renseignés là. Alors, j'ai essayé de faire très vite. J'arrête tout de suite le partage. Il est 13h07. Merci, merci Chloé. Non, non, c'est parfait. Effectivement, c'était très bien de nous donner à voir aussi, dans une première approche généraliste, bah, déjà l'accompagnement proposé par Alizé, qui vraiment, j'insiste, hein, est neutre, gratuit et indépendant. Donc, n'hésitez pas à user et abuser de Chloé et de Sylvain, l'expert aussi sur le petit tertiaire, pour une prise de renseignement, pour aller plus loin sur les questions qu'on vient d'aborder également. Les aides, vous l'avez compris, ça peut vite devenir un dédale. Donc effectivement, Chloé et Sylvain peuvent être là aussi pour vous éclairer. J'ai l'impression que nous n'avions pas plus de questions que ça côté chat ou questions-réponses. Tu confirmes, Fanny? Bon, ouais. Super. Vous dire également que ce webinaire s'inscrit en fait dans le cadre d'une programmation plus large d'animation autour de la sobriété énergétique proposée par Nantes Métropole et évidemment en lien avec ses partenaires. Vous avez aujourd'hui un échantillon avec Alizé et Novabuild. Fanny a mis dans le chat le lien vers l'ensemble de la programmation. Vous verrez qu'il y a différents formats d'animation. On vous propose voilà, des formats webinaires, des formats ateliers collectifs. On vous remet aussi des possibilités de permanence, comme l'évoquait Chloé, donc avec Alizé, pour des rendez-vous personnalisés, individuels. Et on organise ces permanences dans vos mairies. Ça peut être pratique aussi pour vous, pour un commerçant, entre midi et deux, hop, d'aller faire un saut, pourquoi pas à la permanence. Enfin, on a essayé de venir vers vous, d'être au plus proche aussi de là où vous êtes. On va dans les zones d'activité. Voilà, il y a plein de différentes formules. Je vous invite vraiment à aller les voir et puis à vous saisir si ces questions vous intéressent, si vous avez envie d'aller plus loin, à vous saisir d'un format ou d'un autre et de venir nous rejoindre avec nos partenaires pour échanger sur cette vaste question de l'énergie, de la rénovation thermique et évidemment de la sobriété énergétique.
Comme on vous le disait, ce webinaire a été enregistré. On va vous envoyer tous les éléments, le lien vers le replay, les supports, les coordonnées des intervenants. Et puis, vous souhaitez de joyeuses fêtes de fin d'année de notre part à toutes les 4, à toutes les 5, avec Margot aussi, la collègue de Novamilde qui est présente. Et puis, vous dire qu'effectivement, si vous voulez aller plus loin, réfléchir ensemble, on est là pour vous accompagner, Nantes Métropole et ses partenaires. Vous vouliez dire un dernier mot? Eh bien, alors, on s'arrête là. Merci beaucoup. On a dépassé 10 minutes, On va désolée, dire mais bonne merci fête à de fin tous. d'année à tout le monde. Ouais, joyeuse fête à tout le monde. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver sur d'autres événements. Merci, au revoir. Au revoir.